que fait l'association La Voûte Nubienne depuis une vingtaine d'années autour du concept technique voûte nubienne, donc en tant que solution pour un habitat adapté et également un habitat social adapté au contexte sahélien. Donc j'organiserai la présentation en 3 parties. D'abord expliquer le concept de voûte nubienne parce qu'on a toujours tendance à parler de notre programme et à ce qu'on fait depuis 20 ans et puis on se rend compte toujours que les gens ne savent pas ce que c'est la voûte nubienne et d'où ça vient. Donc je commencerai par ça. Là j'ai eu le plaisir d'entendre que la technique était citée pendant les présentations de la première table ronde. Ensuite, donc, brièvement, le programme d'AVN, sa dynamique, ses impacts, ses résultats. Et puis enfin, les propositions d'AVN pour l'habitat social, avec l'exemple du Mali, plus particulièrement, où on est en train de mener un premier pilote. Alors je reviens, je me dois de revenir sur le défi majeur de l'habitat en Afrique, puisque tout est parti de là. Voilà, une situation, une urgence mal prise en compte, une urgence liée à la déforestation, hein, puisqu'il n'est plus possible de construire l'habitat terre traditionnel du fait de la disparition du bois et de la paille, et d'énormes démographies, donc avec un déficit en logement considérable. Le phénomène de changement climatique qui est particulièrement aggravé en Afrique sahélienne, avec des événements extrêmes. Et donc, en tout cas, en solution d'habitat, en seule alternative de l'habitat, ça a été l'utilisation depuis 30 ans, depuis 50 ans même, de matériaux importés complètement inconfortables. Hein. C'est la floraison des toits de tôle partout en Afrique. Et donc, ce qu'on connaît maintenant de l'Afrique, du logement en Afrique, c'est le toit de tôle. Donc on peut clairement parler d'une perte des identités architecturales et des savoir-faire traditionnels. Donc voilà, l'association de la voûte nubienne est partie de là, est partie de ce constat, la nécessité d'engager une transformation substantielle, profonde, parce qu'elle est urgente, progressive et durable, du secteur de la construction de l'habitat. Donc cette volonté a été possible grâce à la visite, à la redynamisation d'un concept ancestral qui est le concept technique voûte nubienne, qui vient donc de Nubie, qui n'est pas connu en Afrique sahélienne. Donc c'est un concept ancestral, mais c'est un concept innovant pour l'Afrique sahélienne. Donc c'est un concept qui est basé sur uniquement des matériaux locaux, hein, c'est 98% de matériaux locaux, des savoir-faire locaux et des économies locales. Et donc je vais développer plus largement. Donc là vous avez une coupe, alors j'ai oublié le terme architectural, mais je crois que c'est un éclaté. Et donc c'est une technique qui a été standardisée, la voûte nubienne, l'association. On a standardisé la technique à 3,30 m de largeur. Pour une réplicabilité maximale. Donc, en quoi la solution technique, le concept technique voûte humaine est adapté? Donc, vous allez voir, il est adapté sur plusieurs plans. Le souci étant vraiment de partir de l'existant, du réel, des réalités du contexte sahélien, et de proposer au contexte sahélien une solution d'habitat adapté. D'abord, la voûte nubienne est durable, ce sont des murs épais, c'est des murs de 60 cm. Donc effectivement, il y a différentes solutions d'enduits. Les enduits en milieu rural, c'est des enduits aux carités ou des enduits à la terre qui demandent de l'entretien, mais il y a un savoir-faire local hein, sur ces enduits. Et il y a des solutions d'enduits permanents pour tous les habitats institutionnels et communautaires. Donc c'est des solutions d'enduits, des solutions techniques qui ont été trouvées il n'y a pas si longtemps, il y a 6-7 ans. Et donc AVN diffuse et propose surtout aux acteurs publics et communautaires. Donc une bonne durée de vie du bâtiment, la terre est un matériau qui ne vieillit pas, contrairement au parpaing et à d'autres matériaux modernes. Donc l'AVN est ensuite une technique constructive confortable avec une forte inertie thermique et acoustique. Il y en a eu la démonstration avec des mesures à l'appui tout à l'heure par un panéliste, et donc un confort esthétique et d'usage puisqu'il y a la possibilité comment dire, il y a l'usage du toit terrasse
donc qui est fortement utilisé en Afrique sahélienne, à la fois pour faire sécher les cultures, pour, pour y dormir, pour y vivre, et la possibilité de construire très facilement en R+1, donc en étage. Ensuite, la voûte nubienne est écologique et éco-responsable, donc ça utilise principalement des matériaux locaux, principalement la terre crue, donc pas d'utilisation de bois, pas d'utilisation de tôle, ni de matériaux à forte empreinte écologique. Donc c'est vraiment une technique de constructif bas carbone, écologique. Voilà. Ensuite, la veine est économique, donc il y a un rapport qualité-prix très très performant. Si on doit comparer la technique avec des constructions blocs ciment tôle ou blocs ciment béton armé, on est à des économies de 30 à 50%. En milieu rural, vraiment sur l'habitat familial, c'est une technique constructive qui demande plus d'efforts aux clients parce qu'il y a plus de matériaux et elle demande plus de personnes. Mais ce sont des ressources qui sont disponibles, hein. Il y a la main-d'œuvre non qualifiée dans les villages et il y a la ressource en terre. Donc la voûte nubienne est ensuite facile à reproduire. C'était une préoccupation de base de l'association La Voûte Nubienne, d'avoir une technique simplifiée et standardisée. Donc ça a ses limites, hein. Souvent on a des discussions avec les architectes en pointant du doigt ça, mais bon, c'était le cœur du projet, c'est de permettre une diffusion accélérée à une solution constructive adaptée. Donc il fallait que le modèle soit facilement reproductible. L'apprentissage ne décide pas de compétences académiques, tout peut s'apprendre sur le tas. Hein, il n'y a pas besoin de savoir lire, écrire. C'est un métier un métier qui peut se transmettre à l'oral, en tout cas pour ce qui est de la première tranche des acteurs de la construction, donc les maçons, les apprentis, les artisans. Et il n'y a pas besoin d'outils. Hein, c'est 10 000 francs CFA donc autant vous dire très très peu d'outillage basique pour pouvoir construire en voûte nubienne. Voilà, donc enfin la voûte nubienne est adaptée aux économies locales, hein, à l'existant, puisque on a parlé beaucoup d'autoconstruction, c'était une technique qui rentre dans les modèles d'autoconstruction, qui utilise donc main-d'œuvre et matériaux locaux, on en a parlé, abondamment disponibles, qui donc tout l'approvisionnement et aussi bien en main-d'œuvre qu'en matériaux se fait en circuit court. Et tous les coûts sont réinjectés dans l'économie locale, à l'inverse des tôles et autres matériaux d'importation ou non produits localement comme le ciment, qui ne sont pas réinjectés dans les économies locales. Donc là, l'ensemble des coûts est injecté dans les économies locales. Donc enfin, la voûte nubienne est modulaire et évolutive. Elle est adaptée à de nombreux usages. Donc on la connaît surtout, et la voûte nubienne, l'association AVN s'est essentiellement focalisée sur le milieu rural. Donc on la connaît surtout rurale et privée, mais elle répond aussi aux besoins communautaires et aux besoins urbains. Donc là, vous avez sur l'image l'exemple d'une très belle veine rurale, de l'habitat privé urbain aisé, et ici une salle de classe, et suivent des photos plus détaillées. Donc en milieu rural, on voit là ici l'appropriation au niveau des enduits et des finitions, à la fois des maçons qui ont construit et des propriétaires des logements. Effectivement des ouvertures qui peuvent être un peu petites, mais ça fait partie aussi de l'inertie thermique qui est permis par cela. Ensuite, le concept veine pour un usage privé en zone urbaine. Donc là, vous voyez, c'est des exemples de construction. Là, à la fois, ça c'est au Sénégal, c'est une construction en étage avec des enduits ciment sur une technique de briques en extérieur avec incrustation de pierres qui permettent de faire des enduits ciment. Donc utilisation de très peu ciment et qui permettent des enduits qui tiennent 30 à 50 ans. Ici, du parement latérite, c'est au Burkina Faso, et également une construction en étage. Et là, des systèmes d'ouverture intérieure à moindre coût, avec un système d'arcade, de poteaux
poteaux arcades, et qui donc permettent à la fois de respecter les 3,30 de portée de la voûte, mais en même temps d'agrandir les espaces et de faire des salons plus vastes. Voilà, ici c'est des exemples d'utilisation de la voûte nubienne pour des bâtiments communautaires. Donc des bâtiments d'éducation avec des modèles salles d'alphabétisation avec une petite largeur, mais aussi des plans qui permettent de répondre aux exigences nationales en termes de surface des salles de classe et voilà, essentiellement. Donc les deux types de plans sont possibles. Des bâtiments de santé, avec un exemple ici au Sénégal, ou encore des bâtiments agricoles ou productifs. Dans le cadre de la santé, l'éducation et l'agricole, on a vraiment un engouement des utilisateurs après forcément une première réticence. On veut voir pour croire. Et ensuite, du moment que les premiers bâtiments sont construits, là, on a on travaille avec des fêtières d'organisations paysannes qui maintenant ne veulent plus que construire en voûte nubienne et veulent aller vite. Alors du coup, faut suivre derrière, je vais vous en parler. Et au niveau de la santé également, les retours sont excellents, avec un grand confort des praticiens, mais également des jeunes mamans quand il s'agit de maternité ou d'autres patients selon l'usage des bâtiments. Au niveau éducatif aussi, les témoignages, notamment au Sénégal ou au Mali, à Caille, ils ont même réaménagé les horaires d'ouverture du collège, puisque grâce à l'inertie thermique du bâtiment, ils peuvent allonger les plages les plages pendant lesquelles sont dispensés les cours, et ils ont beaucoup moins d'absentéisme et de meilleurs résultats. Bon voilà, c'est un peu le portrait idéal, mais c'est la réalité, en tout cas, de l'usage des bâtiments. Voilà, donc je passe à la deuxième partie pour vous parler de l'association La Voûte Nubienne. Donc l'association La Voûte Nubienne, elle a été créée en 2000 par un maçon français et par un paysan burkinabé. Ça signe un peu toute notre nature. On est vraiment un programme de terrain qui avons vraiment fonctionné sur l'empirisme et l'implémentation de terrain. Et ça vient un peu des deux fondateurs, maçons et paysans, ça parle de soi. Donc notre motto a été tout de suite très ambitieux, c'était un habitat adapté le plus rapidement possible pour le plus grand nombre. Donc on s'est focalisé sur le milieu rural, sur le 90% d'informel, et on a construit toute notre méthodologie de diffusion autour de cette cible, donc le plus grand nombre. Et donc le plus grand nombre, c'est celui avec l'économie la plus fragile, le plus confronté à l'aggravation du changement climatique, aux effets du changement climatique. Voilà. Donc notre axe, on a une approche qui est basée sur le marché. Nous avons 3 axes complémentaires, mais avant je vais vous développer, je vais préciser cette approche par le marché. Pour nous c'était essentiel, étant donné qu'on introduisait une technique qui n'était pas, la construction de terre est connue en Afrique sahélienne, mais pas la voûte nubienne, hein, pas un toit de terre voûté, hein, parce que c'est... J'ai été un peu vite tout à l'heure, mais il s'agit bien de ça, hein. C'est une solution surtout de toiture. Et pour supporter cette toiture, on a des murs épais. Et donc, c'est une technique inconnue en Afrique de l'Ouest. Donc, beaucoup de réticence au départ. Donc, pour prouver que cette solution technique était adaptée au contexte sahélien et avait une capacité d'appropriation, justement, de par son adaptation par les populations locales, on est parti du principe que pour prouver ça, il fallait développer un marché libre. Donc Avens s'est positionné en tant que facilitateur de marché, à sensibiliser la demande, les clients en milieu rural, et à appuyer l'émergence de maçons qualifiés. Et donc on a créé ce cercle vertueux de à la fois créer de la demande et de créer l'offre. Et donc ceci s'auto-alimentant. Plus il y a de demandes, plus c'est intéressant pour l'offre de se former et plus le marché peut croître. Notre programme a évolué petit à petit et on a surtout renforcé
on a beaucoup renforcé le pan métier, donc pour renforcer les savoir-faire des métiers de l'AVN, en développant toute une méthodologie de formation duale, donc essentiellement sur chantier, c'est 85% de formation sur chantier, et inclusive, c'est exclusivement du matériel pédagogique pour des non-lettrés, donc tout est imagé, schématique, donc tout ce qui se fait en académie, c'est accessible à des non-lettrés. Et donc voilà, donc c'est un pan qu'on a énormément développé ces 6 dernières années. Et le premier pan également, c'est d'engager les différentes parties prenantes dans la diffusion du concept EVN. Donc les parties prenantes étant celles qui peuvent en assurer le portage, le but étant vraiment de transférer cette méthodologie de diffusion du marché à des acteurs locaux. Donc le portage du programme, mais aussi engager les parties prenantes que sont les acteurs institutionnels, les acteurs de la microfinance et les acteurs plus larges de la filière construction. En termes de notre action sur le marché, c'est donc d'une simple sensibilisation au départ du programme de la clientèle. Là, on a mis en place des systèmes incitatifs sur le modèle du plan adapté durable en France, où l'ensemble de nos dispositifs, de nos possibilités, de nos choix constructifs bas carbone ou qui nous permettent confort thermique est subventionné par l'État. Enfin, en tout cas, le particulier bénéficie d'une incitation, c'est plus ça qu'on a essayé de reproduire. Donc là, on a introduit des incitations sur le marché, donc c'est des incitations très très minimes, hein. C'est de l'ordre de 15% du coût du bâtiment. Par contre, ça représente une part assez conséquente de la partie en numéraire que le client doit mobiliser pour faire construire son habitat. Et on a eu on a vraiment eu des observations très parlantes au Mali, où le Mali, grâce à un financement du Moyen-Orient, donc l'impôt coranique, la zakat, on a pu développer ce programme incitatif un peu à grande échelle. Et le Mali, grâce à ce programme incitatif, a été le seul de nos 5 pays d'intervention où il n'y a pas eu de baisse de croissance du marché en 2017 et 2018, après les 2 très mauvaises saisons agricoles, où le marché de la voûte nubienne et les capacités d'investissement en général des personnes sur l'immobilier ont été un peu gelées au Burkina, enfin nous les pays qu'on suit en tout cas, Burkina, Bénin, Ghana. Et au Mali, on a continué à avoir une croissance du marché de la voûte nubienne de 30-40% grâce à ce petit programme incitatif, donc très peu de coûts et très fort effet. Voilà, donc pour rappeler, donc Aven et ses partenaires opérateurs, on se positionne maintenant comme des facilitateurs de marché, avec 2 grands axes. La croissance du marché autonome de la voûte nubienne, donc ça c'est le propos depuis le début, et depuis quelques années, l'évolution de la filière construction, c'est-à-dire l'ouverture à la fois d'autres secteurs de marché, donc le marché institutionnel et communautaire, et d'autres acteurs de ce marché, notamment les architectes, les techniciens, pour répondre justement aux besoins de ces secteurs de marché institutionnels et privés. Donc les approches transversales et impacts multiples du programme. Donc j'ai un petit peu développé tous ces points, mais j'en fais ici la synthèse. Donc au travers de trois axes d'action qui sont engager l'ensemble des parties prenantes dans la croissance du marché, renforcer les capacités de la filière construction dans son ensemble, des briquetiers aux architectes, aux techniciens, et renforcer la demande en construction. Grâce à ces 3 approches, on a des impacts sur 6 grands pans du développement. Bon, à la fois un habitat adapté, une archiculture sahélienne retrouvée, un confort thermique et un confort d'usage.
Une solution d'adaptation au climat avec, grâce au confort thermique et grâce au confort thermique et donc la résilience des populations, des performances techniques qui offrent une solution aux événements climatiques aggravés. Hein. Là, notamment, quand je vais au Mali, on me parle de plus en plus du décoiffement des bâtiments, hein, des bâtiments de tôle. Donc ça, évidemment, ça n'arrive pas avec la voûte nubienne. En termes d'atténuation et d'environnement, c'est une solution bas carbone, donc ça permet aux États de répondre à leurs engagements COP21 et autres, et la préservation des ressources ligneuses en termes d'environnement. Pour la formation professionnelle et l'emploi, c'est un cercle vertueux entre formation et développement de la demande. Donc c'est une formation professionnelle avec une assurance d'employabilité en sortie de formation, et c'est une formation inclusive comme je le disais tout à l'heure. Et en termes d'économie, c'est donc un renforcement des économies locales, régionales, nationales, mais aussi des économies agricoles, puisque ça permet d'avoir des bâtiments productifs plus rentables, plus performants. Et ça permet un emploi de contre-saison pour la grande majorité des Sahéliens, qui sont avant tout des paysans. Et ensuite, le dernier point, c'est le renforcement des parties prenantes, de l'ensemble des parties prenantes, que sont les organisations de la société civile, mais également une solution de développement pour les décideurs politiques et pour l'ensemble des acteurs de la filière. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai pas fini du tout. Très bien, encore peut-être une minute, hein, on est tenu par le temps. Ah, alors je peux juste passer 2 minutes. Allez, une minute. Je me suis pas du tout rendu compte. Donc voilà, donc je vais quand même vous présenter, comment on vient en arrière. Je vais quand même vous présenter la voûte nubienne pour l'habitat social. Donc les bénéfices de la voûte nubienne pour l'habitat social, déjà l'augmentation du nombre de constructions et de leur qualité. Faire de l'habitat social en voûte nubienne, ça permet d'avoir des habitats durables avec un confort thermique et sonore intéressant pour un même budget donné, donc voire moindre par rapport à du ciment tôle. Ensuite, donc c'est la possibilité de pouvoir faire des étages, ça permet de freiner l'étalement des villes. C'est une solution d'habitat, donc on l'a précisé, bas carbone, donc qui permet de l'atteinte des objectifs d'atténuation. Et donc, je développerai ça à la dernière slide. Ensuite, donc le renforcement des économies locales par la réinjection des coûts de construction, une formation professionnelle adaptée et un transfert du savoir-faire, et la création d'emplois verts. Donc à travers ces artisans locaux, voilà. Donc on a commencé les premiers pilotes d'habitat social. C'est vraiment ça la proposition, c'est de mettre en place des premiers projets pilotes avec donc la construction de bâtiments à étages. Là, on voit un exemple de plan avec 5 chambres, un salon, 2 terrasses et un étage et 3 chambres. Et le fait d'avoir des programmes, en même temps que ces programmes de construction, d'avoir des programmes de formation professionnelle, ça permet de faire émerger ces compétences sur le marché et d'alimenter aussi la diffusion de cette technique constructive adaptée en milieu rural sur l'autoconstruction. Donc ça permet d'alimenter les deux éléments. Je vais vous parler du pilote qui est en cours avec l'Office malien de l'habitat. C'est un pilote qui a commencé en début d'année, en septembre. C'est juste pour 5 maisons voûte nubienne en milieu rural et semi-urbain. Le but, c'était de tester plusieurs modèles de logement VN. Donc on a fait plusieurs plans et plusieurs types d'enduits. Et d'expérimenter les modalités opératoires et collaboratives entre Association de la voûte nubienne et l'Office malien de l'habitat. Pour envisager vraiment avec une intention ferme de dupliquer. Donc c'est une intention clairement évoquée par l'Office malien de l'habitat. Donc là, vous avez 2 exemples de bâtiments qui sont en cours de finalisation. Le projet est encore en cours.
donc voilà, avec différents types d'enduits. Là, on en voit surtout deux. On voit un enduit ciment et un enduit terre-goudron, qui sont donc des enduits permanents ou semi-permanents qui permettent de ne pas être obligé de faire d'entretien. Voilà, pour la voûte nubienne, pour la situation de la voûte nubienne, les moyens de mise en œuvre et de financement, on pense que c'est intéressant d'utiliser le levier de l'économie carbone. C'est ma dernière slide. C'est le levier de l'économie carbone pour mettre en place des dispositifs d'incitation et de prêts bonifiés. Mais également des dispositifs de microcrédit, comme on a fait un petit pilote au Burkina Faso, et ça serait totalement possible de le transposer sur de l'habitat social, et via des partenaires publics-privés, comme on en parlait, différents interlocuteurs. Merci. Excellent, pour excellent. Très copieux, mais enrichissant pour l'ensemble des participants. Donc, pour finir, pour clore, une parole institutionnelle. Donc, Yves-Laurent Sapoval, je rappelle, les conseillers du directeur de l'habitat de l'urbanisme. Donc, je vous laisse la parole, bien sûr, pour vous exprimer, notamment pour nous mettre en perspective, parce qu'on a le sommet Afrique-France qui approche, qui est un enjeu important. Et je rappelle qu'on est là dans le cadre, justement, de ce sommet Afrique-France qui, justement, aura pour thème ville et territoire durable. Donc voilà, parole à vous pour nous expliquer les enjeux à la fois du financement, à la fois des attentes du sommet et à la fois la mobilisation que l'État attend de la part des acteurs à la fois français et africains. Merci. Je n'ai pas de slides, donc pas de... donc d'abord, pour remercier les organisateurs de l'organisation de cet événement pour deux raisons. D'abord parce qu'on est bien dans la montée en puissance et la mobilisation de l'ensemble des partenaires dans le cadre du sommet Afrique-France qui aura lieu à Bordeaux début juin. Venez nombreux et faites venir de nombreuses personnes. C'est vraiment un sommet qui est fondé sur la notion d'échange et de partenariat. C'est un sommet qui sera très riche avec des événements très nombreux. Sérieux et moins sérieux, festif. Donc venez nombreux. Merci pour ça, parce qu'on est vraiment dans le cadre d'une montée en puissance. On le voit ici, l'Assemblée, les participants. La deuxième chose, c'est merci de mettre l'accent dans ce cadre, au titre de notre ministère, sur le sujet du logement. Parce que, évidemment, la ville durable, c'est un sujet foisonnant, il y a beaucoup de choses dedans, tout le monde y met un peu tout. Et puis après, quand on dit la ville durable, nombreux sont les gens qui disent « Ah, mais la ville, c'est aussi les territoires ». Et donc, une fois qu'on a mis la ville et les territoires, il y a peu de choses qui échappent véritablement à cette notion. Donc, le recentrage, je trouve, sur ce qui finalement fait le gras de la ville, les logements, c'est quand même plus de 80% de ce qui se construit dans une ville. C'est tout de même une chose importante. Cette table ronde aussi est en tout cas pour moi, une préparation à la table ronde d'Abidjan qui aura lieu la semaine prochaine et à la formation sur le logement qui a été organisé en ce cadre. Je suis très ennuyé parce que j'ai un machin qui je ne sais pas comment faire. J'ai écrit les trucs sur l'ordinateur et il se met en veille tout le temps. Je vais faire l'introduction puis je vais m'interrompre 2 minutes pour faire le code. Peut-être en réaction aux tables rondes précédentes, quelques réactions comme ça. D'abord, merci de l'intérêt de ces tables rondes, c'est extraordinairement intéressant. On a nous-mêmes organisé avec ONU Habitat une table ronde la semaine dernière au Forum urbain mondial sur le logement, et je dois dire que je l'ai trouvée moins enrichissante que celle d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment il y a beaucoup de choses qui sont dites, énormément de choses qui sont dites. On n'est pas d'accord avec tout, en tout cas on n'est pas d'accord avec tout, mais alors il y a 2-3 choses moi qui m'ont semblé intéressantes. La comparaison avec notre propre chemin à nous, qui date du siècle dernier, j'y reviendrai parce que comparaison à certains points de vue, ça peut être utile de se replacer dans cette comparaison.
y compris la comparaison avec nos erreurs voilà. L'autre sujet, moi, qui m'interroge un peu, c'est finalement, on a peu parlé du rapport entre le logement et la ville. On a peu parlé du logement collectif. Il y a de l'individuel dense, c'est vrai, qu'on peut atteindre une densité urbaine, mais on est quand même responsable, quand on crée une typologie de logement, du rapport que ça crée avec la ville. Et quand on crée une courée, quand on donne une parcelle pour mettre juste une maison dessus, eh ben on sait qu'on produit des transports. On sait qu'on produit de l'artificialisation sous forme de route, on sait qu'on produit tout ça. On sait qu'on produit nécessairement de l'éloignement domicile-travail dans un processus d'industrialisation. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a mesuré. La raison pour laquelle on a resserrer finalement le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, 80% dans le pavillonnaire diffus, on s'est aperçu que ce n'était pas soutenable. Donc finalement, la typologie de logement qu'on finance et la typologie de logement qu'on fabrique, elle est tout de même, elle est valorisable du point de vue traditionnel des rapports sociaux, on le comprend très bien, et vraiment, merci de cet apport. Elle est en même temps questionnante du point de vue des rapports urbains, et ce qui existe au niveau d'une agglomération de 20 000 habitants ou au niveau d'un village ou d'une ville de 5 000 habitants, c'est pas du tout la même chose que ce qui existe au niveau d'une ville de 30 millions d'habitants. On a un vrai sujet de fabrication. Donc, je repose la question du collectif. J'ouvre la question du collectif. Alors, et je l'ouvre à votre réflexion une petite minute. Hop. En plus, on est obligé d'avoir des codes longs, soi-disant, parce qu'on est dans des... Si jamais les Russes apprenaient qu'il y a un sommet Afrique-France, ce serait un drame. Donc, bon, tout ça, on a fait largement le tour, hein, des questions qui sont posées et de la situation, j'y reviens pas. Moi, je voudrais juste dire que, évidemment, c'est pas possible que la ville se fabrique après le logement. C'est-à-dire, en fait, on court après le logement. Pas qu'en Afrique, en Amérique du Sud, dans plusieurs endroits, en Asie aussi, on court après le logement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, et ça, c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui produit des effets dramatiques. Dans l'informel, il y a aussi les bidonvilles, et je crois que personne ne souhaite vivre dans un bidonville. En réalité, il y a en effet, pour revenir sur le sujet informel, formel, vernaculaire, etc. Dans le vernaculaire, il y a des richesses. Dans le bidonville, c'est quand même des drôles de trucs, hein, quand on y va vraiment. Moi, j'y ai jamais habité, mais alors tout ça, ça crée énormément de sujets, énormément de problèmes. Et merci. Enfin, toutes les interventions ont posé très clairement le cadre des problèmes. Moi, il me semble que les problèmes ils sont de trois ordres principalement. Hein, les questions sont des questions liées au modèle financier, clairement. Il y a un sujet d'accès au financement, il y a un sujet d'accès au crédit hypothécaire, il y a un sujet d'accès au financement non seulement pour les particuliers, mais aussi pour les promoteurs, en fait, hein, pour les opérateurs. Je pense qu'il y a un sujet compris de garantie, des prêts, etc. Et puis dans ce sujet de modèle financier, j'y reviendrai, il y a le sujet de la polarisation sur le marché de l'accession à la propriété, qui est à mon sens suicidaire. En réalité, c'est vraiment... mais j'y reviendrai là-dessus parce que ce sera ma conclusion. Il y a des sujets qui sont liés au mode de production, les coûts de construction certainement, les coûts de construction, les matériaux de construction qui rendent les choses inabordables, mais aussi dans les difficultés de production, il y a la difficulté de garantir l'accès à l'infrastructure. L'accès à l'infrastructure nécessaire et correspondante, la viabilisation, c'est évidemment un vrai sujet. Et on parle même pas du sujet de la durabilité des constructions. Et puis il y a des sujets, il ne faut pas les oublier, qui sont quand même liés au cadre juridique et à la gouvernance. On a assez peu parlé de gouvernance et de fiabilité de la gouvernance, mais c'est vrai malgré tout que le sujet du système foncier non sécurisé, on en a parlé.
il est certain que et la participation financière et la participation du secteur privé et la participation du secteur bancaire, dans un contexte de foncier non sécurisé, c'est la première des choses qui inhibante. Hein. Et puis elle manque de gouvernance et de capacité institutionnelle tout court. On en a parlé au niveau des collectivités locales, mais je crois que c'est vrai globalement. Ce sujet n'est pas suffisamment doté. Nous, on a vécu une période de décentralisation. On avait un État assez bien doté. On a vécu une période de décentralisation pendant laquelle, pendant 30 ans, ou 40 ans maintenant, les collectivités ont fait de la musculation intensive pour devenir maintenant en France des véritables monsieur univers en fait, hein, en termes de capacité technique. Et c'est évidemment pas le cas dans beaucoup d'endroits du monde. Ça demande beaucoup de... Voilà. Alors tout ça, ça produit des systèmes. Je voulais revenir sur le sujet de la régulation du marché. Je crois que non, le marché... par rapport à ce que vous dites, votre exposé était tout à fait clair, j'ai pris des tas de photos et très brillant, mais je crois que le marché, et notamment le marché du logement, nécessite partout une clarification et une régulation. Et je crois que ce n'est pas forcément le cas, justement, on l'a vu en Afrique. Nous, on a une grosse partie de notre action en tant que ministère du Logement, c'est simplement la clarification des rapports entre les copropriétaires. Ce n'est pas forcément le cas partout. Pour habiter ensemble, il faut savoir comment partager les dépenses, comment faire les travaux. La clarification des rapports locataires-bailleurs, qui sont aussi des nécessités, parce qu'on ne veut pas regarder le marché du locatif en Afrique, mais Abidjan, c'est 60 ou 70% de locataires malgré tout. Donc ça existe quand même, je veux dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Voilà. Donc il faut des structures suffisantes au niveau de l'État et au niveau de la régulation. Alors là, on est surtout sur le sujet de l'innovation, mais je crois que c'est clair qu'il va en falloir pas mal de l'innovation pour répondre à tous ces enjeux, parce qu'on voit qu'à chaque moment de la chaîne, on crée chaque partie de la chaîne de production n'est pas complètement abouti. Donc il faudra être vraiment, je crois, pragmatique, réaliste et inventif. Probablement ne pas passer par notre turpitude. Il y a un concept en anglais qui s'appelle leapfrogging, que j'adore. Ça veut dire juste passer à l'étape d'après sans se taper l'étape d'avant. C'est-à-dire passer directement au portable sans mettre en place le Minitel, quoi, si ça pouvait se faire. Et l'opportunité, évidemment, les opportunités en Afrique, elles sont très grandes de ce point de vue-là. Parce que c'est... voilà. Donc... en effet, je crois qu'il faut travailler sur les formes urbaines et sur les typologies de logement. On l'a abordé un peu, mais il faut être inventif sur ces sujets-là. Est-ce qu'il faut construire en hauteur? Comment construire en hauteur? Il y a des propositions et des exemples, on a vu quelques images. Je ne crois pas que ce soit appliquer les green bodybuilding, je l'ai dit, c'est-à-dire c'est pas tout d'un coup faire des immeubles avec des cheveux verts et des trucs comme ça qui va résoudre le problème. C'est probablement trouver des bonnes méthodes pour habiter dans du collectif semi-dense, réfléchir vraiment à ça, il va falloir être très, très inventif. Il faut être inventif sur les modes de construction, je crois qu'on a vu, parce que on oppose souvent le high-tech et le low-tech, et je n'arrive pas à trouver un mot qui corresponde à cette construction qui n'est pas du tout low-tech, qui est hyper high-tech, et qui est la construction qui a été éprouvée pendant des milliers d'années. Je ne sais pas comment dire. Alors, on a les Green Building Council et les gens qui veulent partout faire de la certification LEED, BREEAM, même nous, HQE, sur des bâtiments super technologiques, mais il est clair qu'en Afrique et dans plein de régions du monde, le monde ne va pas se construire avec des triples vitrages, des clims super, du solaire sur le toit, etc. Non, le monde il va se construire dans cette technologie traditionnelle éprouvée, qui est par ailleurs moins chère à la construction, qui permet probablement une meilleure appropriation, mais pour ça, il y a des conditions, et notamment les conditions de formation, vous l'avez tous relevé, les conditions de formation des acteurs, les conditions de professionnalisation des acteurs. Je suis effrayé avec ce truc qui va s'arrêter encore. Voilà. Il faut assurer une meilleure mobilisation des financements hypothécaires, trouver des nouveaux modèles. C'est vrai que ce que vous dites est très vrai. Comment prêter à un ensemble familial, en fait, à une galaxie familiale, alors qu'on a toujours un titulaire du prêt.
Comment sur une parcelle prêter à plusieurs personnes? Parce que de l'argent finalement, moi j'y crois pas qu'il y en a pas en fait. Parce que ça coûte de l'argent d'habiter, y compris dans des bidonvilles. Ça coûte pas mal d'argent d'habiter dans des bidonvilles. En fait, nous, l'expérience qu'on a en France, c'est que si la charge de logement globalement elle est à 20% du revenu du ménage, pour le premier décile, elle est à 40%. Donc en fait, j'imagine que c'est un peu partout pareil. Plus on est pauvre, plus c'est cher d'habiter. En vérité, c'est pas si simple. Donc l'argent, il existe. Et les gens qui n'ont pas le choix d'habiter ou de pas habiter, en règle générale, ils payent. C'est-à-dire on a quand même peu de défauts chez les personnes en difficulté, en tout cas en France. Je ne sais pas comment c'est en Afrique, mais je pense qu'on a peu de défauts de paiement chez les personnes les plus pauvres. Voilà. Il faut aussi trouver des structurations de modèles. Est-ce qu'il faut faire des coopératives de logement, favoriser des opérateurs, professionnaliser les opérateurs, professionnaliser les promoteurs, parce que je pense aussi qu'à ce stade, à ce niveau-là, il y a aussi un vrai sujet de comment les opérateurs eux-mêmes opèrent. Et probablement s'appuyer sur les partenariats public-privé, vous l'avez dit, parce qu'on ne fera pas tout à partir du public et on ne fera pas tout à partir du privé. Et ça, les collectivités locales, en effet, peuvent avoir un rôle extrêmement clé dans ce sujet. Voilà. Il faudra aussi, pourquoi pas, mobiliser les financements de la diaspora. Il y a probablement, il y a beaucoup de gens qui sont partis ailleurs et qui bénéficient d'une épargne et qui probablement souhaitent ou trouveraient avantage à trouver des bonnes conditions de mobilisation, d'utilisation de leur épargne dans leur pays d'origine et pour leur milieu, familial. C'est tout à fait normal. Alors, la chose peut-être en conclusion sur laquelle je voudrais insister, parce que ça me paraît quand même être le blind spot total, le trou noir de tout ce qui se discute quand on discute de logement social en Afrique, et c'est le logement locatif social. C'est-à-dire que la mise en place d'un système de logement locatif social, c'est tout de même une question qui vaut le coup d'être étudiée, mais d'être étudiée précisément, profondément, dans le contexte d'industrialisation et dans le contexte d'urbanisation actuelle. Je rappelle que pour nous, pour reboucler avec notre propre histoire, il n'y a pas eu que les lotissements scélérats et les choses comme ça, il y a aussi eu un fort mouvement de structuration d'un milieu de bailleurs sociaux compétents, professionnels pour la construction, professionnels pour la gestion j'y insiste, et professionnels pour l'entretien. Parce que évidemment, on a parlé des coûts de construction, mais j'ai pas évoqué le sujet du cycle de vie du bâtiment et du coût de construction sur le long terme, qui doit prendre en compte évidemment le sujet de la construction, mais aussi le sujet de l'utilisation, notamment dans un contexte de renchérissement et de rareté des coûts de l'énergie. Donc, le système des bailleurs sociaux, c'est un système qui permet d'avoir des opérateurs compétents, d'avoir des opérateurs professionnels, d'avoir des opérateurs qui ont du répondant par rapport au financement et aux financements internationaux, y compris, c'est-à-dire le problème du financement, quand on pose la question aux banques de développement, elles vont s'exprimer, évidemment, les banques de développement, mais enfin, quand on pose la question aux banques de développement du financement, elles posent la question, elles, de la fragmentation de la demande par rapport à l'importance de l'offre. Les banques de financement, elles aiment pas, elles prêtent pas 10 000 euros, hein, elles prêtent des énormes sommes. Donc la structuration d'acteurs qui sont des investisseurs de long terme, responsables, avec des répondants éventuellement des garanties d'État ou des collectivités locales mises en place, qui permettent de s'investir sur le long terme pour amortir des coûts qui permettent une construction de meilleure qualité et dans un milieu urbain meilleur, c'est-à-dire pas à la périphérie, parce qu'il faut payer le foncier et payer la construction. Amortir le foncier et la construction sur le long terme grâce à ces opérateurs, c'est aussi un avantage. Un autre avantage, c'est que c'est des opérateurs contracycliques. Pour nous, évidemment, on s'en est servi énormément. Je rappelle que pendant la crise de 2008, les opérateurs de logements sociaux ont massivement racheté les logements des promoteurs. Contracyclique, ça veut dire capable d'équilibrer les économies, et dans des économies en développement, c'est sans aucun doute et fragile, c'est sans aucun doute un effet intéressant. Puis je rappelle, dernière chose, mais ça aussi, si on est là, je suis vraiment dans le brainstorming, hein, mais enfin, nous, ce qui a structuré, en tout cas en France, notre milieu de bailleurs sociaux, c'est aussi la participation des employeurs à l'effort de construction.
il n'y a pas que les collectivités, il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que les banques, il y a aussi les entreprises et les industries qui elles-mêmes peuvent avoir intérêt à loger leurs salariés, comme en tout cas ça s'est passé en France, et elles sont aussi, pour ces entreprises, responsables. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça se pratique ou ça ne se pratique pas, mais en tout cas, en France on a considéré, d'ailleurs c'est même pas nous qui l'avons considéré, c'est les entreprises elles-mêmes qui l'ont considéré à l'origine, et ensuite on l'a d'une certaine manière légalisé et généralisé, qu'elles avaient un rôle dans leur participation à l'effort de construction. Voilà, j'en ai terminé. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses à faire. Voilà, je mentionne simplement pour l'intérêt qu'on essaye de monter une initiative avec ONU Habitat sur le sujet pour justement permettre d'avoir une espèce de hub de la connaissance sur le sujet du logement social et du logement des plus pauvres, parce que le logement social, c'est pas le logement des fonctionnaires, hein, c'est le logement, pour nous, c'est le logement des plus pauvres. C'est offrir une alternative opérationnelle à l'informel et au bidonville. La réalité, c'est que je crois que les gens ne souhaitent pas particulièrement vivre dans des bidonvilles, ils y sont parce qu'ils y sont contraints par manque d'offres alternatives. Donc comment collectivement on s'organise? Et c'est notre responsabilité collective, vous tous ici, nous, d'offrir ces alternatives. Voilà, j'en ai terminé. Merci. La parole de notre cher Yves-Laurent Sapopal nous est toujours chère, hein, à ONU Habitat comme ici, elle ne change pas. Alors on va très rapidement prendre 3 questions, parce que le temps nous presse. Je salue également la présence parmi nous, Alix, de Parade, bien sûr, qui représente le MEDEF international, de M. Koudemba. Très bien. Alors, M. Koudemba, qui est excusé, donc nous a envoyé une petite vidéo donc de 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sékou Demba, directeur général de l'Office malien de l'habitat. Je voudrais avant tout remercier le département des Yvelines ainsi que Mali Yanga de nous avoir associés à cet échange pour évoquer la problématique del logement dans nos villes. Alors, nous n'avons pu faire le déplacement sur Paris en raison de contraintes d'agenda, mais nous espérons à travers cette vidéo donner un témoignage sur la situation des logements sociaux au Mali. L'office que je dirige depuis janvier 2019 est un établissement public à caractère administratif qui a été créé en 1996 des suites de la restructuration du Fonds national du logement. Alors, l'office a pour mission de faciliter l'accès au logement en propriété pour les Maliens à revenus modestes en participant au financement de programmes de logements sociaux. Alors, pour cela, l'Office contribue à la promotion des matériaux locaux de construction à travers le financement de la recherche. L'Office assure également des prises de participation au capital de sociétés intervenant dans la réalisation des logements sociaux. Et enfin, l'Office assure le financement des équipements structurants sur les sites abritant les logements sociaux. Alors, le mode d'intervention de l'Office depuis sa création jusqu'en 2016 a consisté à financer des programmes de logement sur le budget, sur son budget ou sur le budget de l'État. Donc ces maisons réalisées sont cédées aux bénéficiaires sous forme de location-vente sur une période de 25 ans sans charge d'intérêt. Alors, ce mode d'intervention a permis de réaliser un nombre important de logements. Cela dit, en 2016, pour faire face aux besoins de plus en plus nombreux, il a été retenu de recourir au mécanisme de partenariat public-privé. Alors, ce mécanisme a consisté à faire des conventions avec les promoteurs immobiliers qui mobilise les ressources financières sur le système bancaire et réalise les logements à partir de cela, les retrocède à l'office qui les rembourse sur une période de 3 ans et qui les revend toujours sur le même mécanisme de location-vente aux acquéreurs sur 25 ans sans intérêt. Alors, ces deux modes d'intervention ont permis de réaliser un parc de près de 17 000 logements sociaux qui sont actuellement en production. Cela dit, le modèle économique
a montré ses limites très rapidement. Parce que la participation de l'État avoisine 60% du coût de logement. L'État donne le foncier, l'État exonère, subventionne le prix de vente. Et comme je le disais, les logements sont vendus sur une période de 25 ans sans intérêt, ce qui veut dire que l'État supporte aussi les charges d'intérêt. Alors nous nous sommes donc lancés à partir de cela dans les réflexions pour essayer de trouver un autre mode d'intervention, un autre modèle économique qui serait beaucoup plus pérenne. Nous avons pensé au modèle du prêt acquéreur. Mais le prêt acquéreur aussi, pour qu'il puisse fonctionner dans nos environnements, il faudrait que l'État apporte un certain nombre de mesures d'accompagnement qui pourraient consister entre autres à l'exonération d'un certain nombre de taxes, notamment la taxe sur les activités financières. Les exonérations ou renonciations pourraient concerner aussi les droits de mutation, donc droit de l'établissement des actes notariés. Les réflexions portent également sur les mécanismes de garantie, voir comment l'État pourrait intervenir en termes de garantie de ces crédits-là pour faciliter l'accès aux populations, pour les populations au financement, mais surtout pour rendre supportable le coût du financement des logements. Alors, les réflexions portent également aujourd'hui de revoir même le concept de logements sociaux. Alors, pendant longtemps, le mécanisme a consisté à produire des logements qui sont vendus. Mais nous avons constaté aussi que dans nos environnements, au bout, à peine un an après l'attribution des logements, les gens commencent à faire modifier ces logements-là pour les rendre un peu plus à leur goût. Et donc nous nous sommes dit qu'il faudrait que notre offre corresponde à une demande. Alors pour cela, nous avons envisagé de lancer un concours d'architecture pour recourir à des concours d'idées pour trouver le modèle type de logement. Alors ce concours doit aussi prendre en compte un certain nombre de problématiques auxquelles les villes africaines sont confrontées aujourd'hui. C'est avant tout la problématique du développement vertical. Les problématiques aussi auxquelles nous sommes confrontés, c'est les questions de connectivité de nos villes africaines. Pour cela, il faut que les logements qui vont être construits à travers ce nouveau schéma répondent donc à ces exigences-là. Alors, un des sujets aussi qui nous est cher, c'est la question de la mixité. Jusque-là, nos réalisations en termes de logements sociaux ont consisté à créer des logements, des quartiers uniquement constitués que de logements. Alors, nous pensons qu'il est important de ne pas contribuer sur le long terme à créer des ghettos et de favoriser donc une certaine mixité en ayant des logements sociaux, des logements de moyens et de standing pour qu'on puisse créer des développements beaucoup plus en tout cas solidaires et aussi pour que en tout cas sur le long terme cela puisse participer à la promotion d'un nouveau type de ville. Voilà un peu un certain nombre de sujets que je voulais partager avec vous. Sur ce, je vous remercie de votre attention et vous souhaite en tout cas des échanges fructueux. Un autre sujet qui nous est cher, c'est la mixité des quartiers. Jusque-là, les interventions de l'OMH ont consisté à bâtir des quartiers homogènes avec un seul style de logement, de logements sociaux. Nous pensons que sur le long terme, cela pourrait contribuer à créer des ghettos. Et pour éviter cela, nous envisageons donc de réaliser des logements de différents standings, des logements sociaux, économiques et aussi de standing moyen, pourquoi pas au standing. Cela contribuera à une certaine intégration des différentes couches qui habiteront ces nouveaux quartiers dont nous contribuons aujourd'hui à la création. Voilà un peu ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui dans le cadre donc de cette rencontre.
en vous remerciant de votre attention et surtout en vous souhaitant bonne suite des travaux. À bientôt, au revoir. Merci, on m'appelle Tian Ibrahim, je viens du Bénin et je voudrais parler un peu de ce que nous faisons un peu au Bénin en une minute. Je dirais que... Je pense qu'on aura peut-être le temps okay. Lors de la collation. D'accord, donc en fait ma question alors maintenant c'est quelle est la place du diagnostic que beaucoup d'acteurs font avant de commencer par développer le concept de ville durable et tout ce qui va avec. Quel diagnostic est fait et sur quoi repose ce diagnostic pour justement éviter que des habitants modifient le logement qu'on leur donne sous forme de logement social. Merci. Très bien, la réponse sera apportée. Deuxième sa question a été prise en charge par la vidéo que nous a envoyée le sieur Sekou Demba, qui justement constate la transformation des logements distribués ou attribués par les habitants dès la prise en charge. Donc maintenant, c'est de revoir, d'après son business model, c'est de revoir en lançant un concours d'idées qui puisse permettre d'adapter le plus le modèle à exécuter au désir des populations. Il est clair que quand nous sommes dans un programme immobilier commun, c'est une vente sur plan. Mais en lançant un concours d'idées, on essaie en diagnostic de prendre en compte l'ensemble des préoccupations et de sortir un modèle qui s'adapte au maximum aux besoins des populations. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde, mais les modèles qui seront faits pourront quand même s'adapter aux transformations mais légères que les populations voudront exécuter. Merci. Merci papa. Donc on est invité bien sûr par le département à une petite pause, collation. C'est bien ça? Très bien, donc un petit quart d'heure et on se rejoint tout à l'heure.